population. Les troupes Emma veulent une ville débarrassée des Lendu et les troupes Lendu veulent une ville sans Emma. De part et d'autre, on se massacre, on se mutile, on s'égorge. À Bunia et dans les alentours, il y a à nouveau des cannibales. Les victimes, de tous âges confondus, sont de plus en plus nombreuses. Tous les jours, des rapports nous parviennent faisant état de viols, de pillages et d'intimidations. Voilà la situation telle qu'elle est. Pourquoi l'ONU n'intervient-elle pas? Parce que l'UPC, qui contrôle militairement la région, ne laisse pas les casques bleus franchir une certaine limite. Le jour suivant, nous franchissons cette limite, à pied. Lucien, un vieil homme que nous avons rencontré dans le camp de réfugiés, nous invite à l'accompagner jusqu'au village où il vivait récemment encore. Nous sommes dans la banlieue de Bunia, sur un territoire contrôlé par les milices. Cette zone est interdite aux casques bleus. Quand les combats ont éclaté, Lucien et sa famille ont fui au camp de réfugiés. Ils n'ont rien pu emporter. Il fallait partir vite. La maison est intacte, au moins à l'extérieur. À l'intérieur, en revanche, les miliciens se sont servis. Avant la guerre, Lucien travaillait pour les autorités sanitaires et bénéficiait de revenus corrects. Il a ainsi pu acheter une machine à coudre, une radio et même un téléviseur. Mais tout a été emporté. Il retrouve quelques livres et un brevet qui lui avait été décerné pour bons et loyaux services. C'était le bon vieux temps et il semble aujourd'hui bien loin. Ils ont emporté toutes les affaires d'une quelconque valeur ou utilité. Même le service de cuisine et les vêtements des enfants ont disparu. Nous sommes 10 dans la famille et j'ai 73 ans. Comment voulez-vous que je reparte à zéro ? Je pense que nous allons devoir rester au camp. Nous ne pouvons pas revenir vivre ici. Jérôme, son petit-fils, retrouve une voiture que son grand-père était en train de lui construire. Un objet délaissé par les pillards, mais qui constituera le seul trésor de Jérôme quand il sera à nouveau sous la tente, au camp. Soudain, les miliciens font irruption. Ils sont méfiants et menaçants. Lucien doit expliquer ce qu'il fait ici. Lucien sait que vers midi, sous la grosse chaleur, ces hommes ont la gâchette facile. Mais aujourd'hui, ils semblent bien disposés. Je suis fatigué de cette guerre. Les soldats, eux, ne semblent jamais fatigués. Ils n'arrêtent jamais. Ils disent que ce sont les Lendu qui ont pillé le village. Mais nous savons que c'était eux. Des villageois les ont vus faire. Ils n'ont épargné aucune maison. Dans un pays civilisé, cela ne serait pas arrivé. Mais nous ne sommes pas dans un pays civilisé. Ensuite, Lucien et son petit-fils s'en vont, sans doute pour toujours. Lucien nous montre une tombe où reposent 4 de ses voisins. Ils ont été abattus la semaine dernière. L'impunité rend les choses pires encore. C'est l'impunité qui a aggravé la situation. Si on avait châtié les responsables depuis le départ, cela n'aurait pas continué ainsi. Mais les tueurs se promènent en liberté, sans être inquiétés. Et donc ça continue. Les miliciens Emma nous garantissent la sécurité si nous les accompagnons. Ils nous invitent à aller nous rendre compte de la situation à l'extérieur de Bunia, à 3 heures d'ici. C'est notre seule chance de visiter la province d'Ituri et nous acceptons. Après 15 minutes de route, plus de traces du moindre casque bleu, ni du moindre soldat de l'Union européenne. Nous sommes en territoire Emma, contrôlé par les milices. Nous nous rendons à 25 km au sud de Bunia par la route qu'empruntent également les fugitifs. Toutes les 10 minutes, nous passons à côté d'un poste de miliciens. Au bout d'un moment, notre convoi s'arrête et nous comprenons enfin à quoi nous avons été invités.
Un cortège nous attend. Lubanga, un chef milicien, est en visite à Iga-Barrière, un village dans les montagnes aurifères d'Ituri. Avant que ces troupes n'investissent les lieux, les Ema et les Lendu cohabitaient en paix. À présent, Iga-Barrière n'est plus habité que par les Ema. Le commandant ne se voit pas comme un chef de bande. Il se donne des airs de roi, de chef d'État. Est-ce un fou furieux, un déséquilibré, comme l'a récemment affirmé un porte-parole de l'ONU ? Thomas Lubanga est diplômé de l'Université de psychologie du travail. Il fait partie de ces nombreux chefs de guerre africains qui ont pris le maquis où ils se sont improvisés politiciens et hommes d'affaires. Nous demandons à deux villageois ce qu'ils pensent des milices UPC et du président Lubanga. Un homme de l'UPC en civil s'interpose pour répondre à leur place. Thomas Lubanga, le président de l'UPC, est arrivé au pouvoir. Pendant très longtemps, nous avons dû nous cacher dans le maquis. Grâce à lui, nous pouvons à nouveau vivre dans nos maisons. Puis les villageois sont invités à regarder les miliciens danser. Interviewé, le commandant Thomas Lubanga n'est pas sans danger. À Bunia, un journaliste a disparu pour avoir posé des questions trop critiques. Nous tentons tout de même le coup. Les troupes de l'ONU s'apprêtent à désarmer ces miliciens. Qu'en pense-t-il ? Nous désarmer? Ils n'ont pas de mandat pour ça. Mes soldats sont partout, dans un périmètre de 300 km, jusqu'au fin fond de la province de l'Ituri. Je dispose de 7 brigades qui assurent la paix dans tout le pays. Quand ils disent qu'ils veulent nous désarmer, je me demande comment ils comptent s'y prendre. Nous désarmer? Je ne vois pas pour quelle raison. Je ne vois pas non plus comment ce serait possible. Le commandant entend-il sa complainte? Derrière le village s'étendent les champs aurifères. Nous n'y verrons aucun milicien, mais la guerre se joue également ici. C'est avec l'or d'Iga-Barrière que Thomas Lubanga paye les armes que le Rwanda voisin se fait un plaisir de lui livrer. L'or ici se trouve par pépites. Le sol de l'Ituri renferme un véritable trésor qui alimente les milices. Les pauvres diables d'ici se contentent des miettes. Depuis que la guerre a éclaté, je ne peux plus sortir travailler dans mon champ. Ce travail me nourrit, mais je préférerais vivre à nouveau dans ma ferme. Au-delà du fleuve, plus loin dans le maquis, on lave aussi de la terre, mais sous surveillance armée cette fois. Il s'agit également d'or, mais d'un or noir, plus précieux encore que l'or traditionnel. Si précieux que les armées du Rwanda et de l'Ouganda sont venues l'extraire ici même. Elles ont entre-temps été chassées par les miliciens. Aujourd'hui, ce sont eux qui exploitent ces gisements. C'est du coltan, le minerai magique. Sa densité énergétique et son taux de fusion élevé en font une composante prédestinée pour la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs de vaisseaux spatiaux. Ce minerai pourrait financer à lui seul la guerre en Ituri. Une fois extrait, le coltan parcourt une longue route jusqu'au Rwanda, puis l'Amérique et l'Europe, notamment en France. En fin de journée, nous entamons le chemin du retour. Il pleut et le convoi se traîne. Peu à peu, la route devient très glissante et nous contraint à nous arrêter régulièrement. Cela nous laisse le temps de discuter avec nos protecteurs. Que pensent-ils de tout ceci ? Lorsque les Lendu nous ont chassés de Bunia, nous avons pris le maquis avec notre chef et notre président.